Sale petit morveux noir, dégage d'ici avant que je te botte les fesses, rugit Jacques, le gardien blanc comme neige, les veines saillantes sur son cou épais. Ces mots crachés comme du venin résonnaient dans l'air froid du matin parisien, imprégnés d'un mépris ancestral, ce genre de haine qui suinte des pores de ceux qui se croient supérieurs par la couleur de leur peau. Tu crois que tu peux venir polluer la propriété d'un homme respectable avec tes sales pieds nus et ta peau d'ébène? Retourne dans ton ghetto, vermine. Antoine Laurent, l'entrepreneur blanc prospère, figé la main sur la poignée de sa Porsche rutilante, sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. Ce n'était pas seulement la brutalité des paroles de Jacques qui le heurtait, mais l'écho d'une injustice qu'il avait trop souvent ignorée dans les couloirs feutrés de son monde privilégié. Paris, la ville des Lumières, n'était pas exempte de ces ombres racistes qui rampaient dans les recoins des âmes étroites. Antoine, avec son costume sur mesure et son agenda rempli de réunions au sommet de la tour Eiffel, n'avait jamais vraiment confronté cette réalité. Mais ce matin d'automne grisâtre, au bord de la Seine, où l'eau boueuse charriait les secrets de la ville, tout basculait. La Saucenne se déroulait dans le garage spacieux de sa villa opulente, nichée sur les rives élégantes du fleuve. Le ciel, plombé de nuages bas, semblait pressentir le drame. Antoine avait allumé le moteur de sa Porsche, ce bijou mécanique qui symbolisait sa réussite fulgurante, des investissements astucieux dans l'immobilier et la tech qui l'avaient bonné propulsé au rang des millionnaires de Parisiens. Aujourd'hui, une réunion cruciale l'attendait au cœur de la capitale, avec des partenaires prêts à sceller un accord qui valait des millions d'euros. Il imaginait déjà les poignées de main fermes, les sourires calculés, le champagne qui coulerait à flots. Rien ne pouvait perturber cette routine bien huilée. Et pourtant, un cri perçant avait déchiré la quiétude. Un garçon d'environ 12 ans, Pierre, avait surgi comme un fantôme affamé à travers les barreaux du portail en fer forgé. Sa peau sombre contrastait avec la blancheur immaculée des murs de la villa, et ses vêtements en lambeaux, tachés de boue et de sueur, témoignaient d'une vie de misère sur les trottoirs de Paris. Pieds nus, les ongles noircis par la crasse des rues, il haletait, les yeux écarquillés de terreur. « Ne conduisez pas, votre femme a saboté les freins !» avait-il hurlé d'une voix aiguë, désespérée comme si sa vie en dépendait. Jacques, le gardien fidèle mais borné, avait réagi avec une violence instinctive. Cet homme trapu, aux cheveux grisonnants et au ventre proéminent, avait toujours veillé sur la propriété avec un zèle protecteur, mais son racisme larvé explosait au grand jour face à cet intrus. Il empoigna Pierre par le col de sa chemise usée, le secouant comme un chiffon sale. « T'as entendu, gamin? T'es pas le bienvenu ici. Les gens comme toi, avec ta peau noire et tes mensonges, vous n'avez rien à faire près des honnêtes gens. » Les mots de Jacques étaient des lames affûtées, taillées dans le préjugé séculaire qui reléguait les enfants des quartiers, populaires, souvent issus de l'immigration africaine, au rang de parias. Pierre, maigre et tremblant, luttait pour se libérer, mais ses forces étaient inégales face à cet adulte nourri de privilèges blancs. Antoine, jusqu'alors spectateur muet, sentit une bouffée de colère monter en lui. Il claqua la portière de la Porsche et s'avança d'un pas ferme. « Jacques, lâchez-le immédiatement !» tonna-t-il, sa voix résonnant dans le garage comme un coup de tonnerre. Le gardien sursauta, relâchant légèrement sa prise, mais son regard défiant trahissait son incompréhension. « Monsieur Laurent, ce gosse est un menteur, un voleur potentiel. Regardez-le, avec sa peau sombre et ses yeux fuyants. Ils sont tous pareils, ces gamins des banlieues. »« Assez !» coupa Antoine, les poings serrés. Il n'avait jamais toléré ouvertement le racisme, mais il réalisait soudain à quel point il avait fermé les yeux
sur les remarques insidieuses de Jacques au fil des ans. Votre attitude est inacceptable. On ne juge pas quelqu'un sur la couleur de sa peau ou son apparence. C'est du racisme pur et simple, et je ne le tolérerai pas sous mon toit. Si vous continuez, vous risquez votre poste. Les mots sortaient avec une conviction nouvelle, comme si cet incident avait réveillé en lui une conscience endormie. Jacques marmonna une excuse forcée, mais ses yeux lançaient des éclairs de ressentiment. Pierre, libéré, recula d'un pas, frottant son bras endolori. Ses yeux, brillants de larmes contenues, fixaient Antoine avec un mélange de gratitude et de peur. Le garçon n'était pas habitué à ce qu'on le défende. Dans les rues de Paris, les insultes racistes étaient son quotidien, des regards méprisants des passants aux brutalités des forces de l'ordre. « Je dis la vérité, monsieur », murmura-t-il, sa voix tremblante portant l'accent des quartiers défavorisés. « J'ai vu votre femme hier soir, dans le garage. Elle a scoopé les freins avec un outil. Elle veut vous tuer. » Antoine sentit son cœur s'emballer. Les paroles du garçon étaient absurdes, invraisemblables, et pourtant, il y avait dans son regard une sincérité brute qui ébranlait ses certitudes. Émilie, sa femme élégante et sophistiquée, capable d'un tel acte? Impossible. Mais le doute s'insinuait comme une fissure dans le marbre de sa vie parfaite. Devait-il ignorer cet avertissement, le balayer comme une fantaisie d'un enfant des rues, ou écouter cette voix faible, marquée par l'injustice sociale et raciale, qui osait braver les barrières pour le sauver? Le vent automnal s'engouffrait par le portail ouvert, portant l'odeur humide de la Seine. Antoine hésitait, la clé de la voiture encore en main, tandis que Jacques observait la scène avec un sourire narquois dissimulé. Le monde d'Antoine, si ordonné, venait d'être ébranlé par un cri venu des marges de la société, un cri qui portait en lui les échos d'une lutte bien plus grande contre l'oppression et le mépris. « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, en bas ?» lança Émilie depuis le balcon du premier étage, sa voix, suave et sophistiquée, tranchant l'air comme une lame de soie. Elle était là, élégante dans sa robe blanche flottante, les cheveux blonds cascadant sur ses épaules pâles, un téléphone portable, encore à la main, après un appel murmuré, dans l'intimité de leur chambre. Émilie Laurent, l'épouse parfaite aux yeux du monde parisien, descendait des lignées aristocratiques où la peau blanche était un passeport pour le pouvoir et les privilèges. Mais en cet instant, son regard azur se posa sur Pierre avec une condescendance glaciale, comme si le simple fait de sa présence souillait l'air pur de leur domaine. Pierre, encore essoufflé et marqué par les ecchymoses invisibles de la poigne de Jacques, leva les yeux vers elle. Dans ses pupilles sombres, une haine farouche s'alluma, forgée dans les fours ardents de l'injustice raciale qu'il subissait quotidiennement. Ce regard n'était pas celui d'un enfant innocent. C'était le feu couvant d'un garçon qui avait appris, trop tôt, que sa peau noire le condamnait à être vu comme une menace, un intrus, un moins que rien dans une société qui vantait l'égalité tout en la piétinant. Émilie, perchée sur son balcon comme une reine observant un cerf, plissa les lèvres en un sourire faux. « Un petit mendiant noir? Vraiment, Antoine? Tu laisses entrer n'importe qui maintenant. » Antoine, encore ébranlé par l'avertissement du garçon, sentit une vague de malaise l'envahir. Il ordonna à Jacques de pousser Pierre hors des grilles, mais ses mots sonnaient en creux, comme si son esprit était déjà ailleurs. « Allez dehors, gamin, on réglera ça plus tard. » Jacques obéit avec un zèle renouvelé, traînant Pierre par le bras, murmurant à mi-voix « Retourne dans tes ruelles sombres, là où est ta place. » Le garçon se débattit faiblement, jetant un dernier regard suppliant à Antoine, un regard qui criait « Croyez-moi, ou vous le regretterez. » Les grilles se refermèrent avec un claquement métallique.
scellant momentanément le destin de cette intruse indésirable. Antoine grimpa dans sa Porsche, le moteur ronronnant comme un fauve apprivoisé. Il franchit le portail et s'engagea sur la route sinueuse le long de la Seine, les eaux troubles reflétant son trouble intérieur. Quelques centaines de mètres plus loin, le doute le rongeait déjà. Les paroles de Pierre résonnaient en boucle. Elle a coupé les freins. Émilie, sa femme, avec qui il partageait des dîners aux chandelles et des voyages à Saint-Tropez? Impossible. Et pourtant, ce regard terrifié du garçon, cette urgence dans sa voix. Antoine fit demi-tour abruptement, les pneus crissant sur l'asphalte humide, ignorant les klaxons des autres conducteurs. Il rentra au garage, le cœur battant, et appela Jacques d'une voix ferme. Vérifiez la voiture tout de suite, surtout les freins, et pas un mot à quiconque. Jacques, encore rouge de son altercation précédente, s'agenouilla près du véhicule, ses outils cliquetant dans le silence tendu. C'est alors qu'Émilie apparut dans l'encadrement de la porte, une tasse de café fumant à la main, son parfum floral envahissant l'espace comme pour masquer une ombre plus sombre. « Déjà de retour, chérie? Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle d'une voix mielleuse, feignant l'inquiétude avec une perfection théâtrale. Ses yeux, cependant, trahissaient une lueur calculatrice, scrutant le garage comme pour s'assurer que rien n'avait changé depuis la nuit précédente. Antoine hésita, mais le souvenir de Pierre le poussa à la confrontation. « Ce gamin, il a dit des choses absurdes sur toi, sur les freins. » Émilie rit doucement, un rire cristallin qui masquait une moquerie profonde. « Oh, ce petit sauvage d'Acouleur, ces enfants des rues, ils inventent n'importe quoi pour soutirer de l'argent. Regarde-le, avec sa peau noire et ses haillons. Ils sont tous les mêmes, menteurs, opportunistes, des parasites qui profitent de la générosité des gens comme nous. » Ce mot était imprégné d'un racisme nonchalant, celui des salons huppés où l'on chuchotait sur « ces immigrés » sans jamais les côtoyer. Elle balaya l'air de la main, comme pour chasser une mouche importune, renforçant l'injustice flagrante. Pierre, un enfant vulnérable, réduit à un stéréotype par une femme qui n'avait jamais connu la faim ni le mépris. Antoine sentit la bile monter. « Émilie, tes paroles sont inacceptables. Ce n'est pas parce qu'il était noir et pauvre que ces mots valent moins que les tiens. C'est du racisme pur, et je ne le tolérerai pas. » Sa voix tonna, faisant sursauter Jacques, qui releva la tête de sous la voiture. Émilie pâlit légèrement, mais reprit son masque de douceur. « Voyons, chérie, ne te fâche pas pour un vulgaire gamin. Tu sais bien que ces gens-là exagèrent toujours. » Jacques, mal à l'aise, toussa pour attirer l'attention. « Monsieur, je commence l'inspection, mais rappelez-vous ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur le respect. » Antoine hocha la tête, rappelant à Jacques son avertissement précédent. « Exactement. Plus de remarques sur la couleur de peau ou l'origine. Sinon, vous partez. » Le gardien baissa les yeux, marmonnant une excuse, tandis que le doute s'insinuait plus profondément dans l'esprit d'Antoine. Émilie sirotait son café, observant la scène avec un calme apparent, mais sous la surface, une tempête couvait. Le garage, autrefois symbole de luxe, devenait le théâtre d'un soupçon grandissant, où les fissures du mariage et les injustices sociales se révélaient au grand jour. Le garage, imprégné de l'odeur âcre de l'huile et du métal froid, devint le cœur palpitant d'un drame invisible. Jacques, courbé sous la Porsche rutilante, fouillait les entrailles mécaniques avec une précision chirurgicale, ses outils cliquetant comme des os dans une tombe ouverte. Antoine se tenait là, les bras croisés, son regard fixé sur le gardien, tandis qu'Émilie, adossée balle au mur avec sa tasse de café maintenant tiède, observait la scène d'un œil faussement détaché. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si les murs de béton eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant l'orage qui couvait. Jacques grogna soudain, relevant la tête avec une expression grave.
Monsieur Laurent, les câbles de frein ont été sectionnés net. Pas un accident, non. C'est fait avec une pince professionnelle, un travail délibéré. » Ces totémotos tombèrent comme des pierres dans l'eau stagnante de la Seine voisine, provoquant des ondes de choc qui se propagèrent dans l'esprit d'Antoine. Le millionnaire blêmit, son monde de certitude s'effritant sous ses pieds. Émilie, feignant l'incrédulité, porta une main à sa poitrine. « C'est impossible. Qui aurait pu faire une chose pareille ?» Mais Jacques n'en avait pas fini. Il replongea sous le véhicule, inspectant plus profondément, ses doigts graisseux effleurant les circuits électroniques. « Attendez, ce n'est pas tout. Le système électronique a été trafiqué aussi. Des connexions sabotées pour que les freins ABS défaillent complètement en cas d'urgence. C'est conçu pour un accident fatal, monsieur. Pas de doute. » Antoine sentit un vertige le saisir, comme si le sol se dérobait. Les paroles de Pierre, ce garçon noir, rejeté comme un paria, prenaient une réalité terrifiante. Était-ce possible? Émilie, sa femme aux allures de déesse nordique, capable d'un tel acte de trahison. Soudain, un bruit de branches cassées brisa le silence oppressant. Pierre surgit de l'ombre, escaladant la clôture branlante à l'arrière de la propriété, son corps maigre se faufilant comme un ombre fugitive. Essoufflé, les yeux brillants d'une détermination farouche, il brandit un petit objet métallique. « J'ai la preuve, j'ai vu tout hier soir !» hurla-t-il, sa voix aiguë, perçant l'air comme un cri de justice longtemps réprimé. Antoine se tourna vers lui, stupéfait. « Comment es-tu rentré? Et qu'est-ce que c'est que ça ?» Pierre, ignorant les regards hostiles, expliqua d'une traite, sa poitrine se soulevant rapidement. « J'étais en train de chercher un abri contre la pluie torrentielle de Paris, hier soir. Les rues étaient inondées, et je me suis glissé dans les buissons près du garage pour m'abriter. C'est là que je l'ai vue, votre femme, penchée sous la voiture, coupant les câbles avec une pince. Elle jetait des regards autour d'elle, comme si elle craignait d'être surprise. Je n'ai pas bougé, terrifié, mais j'ai tout vu. » Ces mots, portés par l'accent des banlieues oubliées, résonnaient avec une authenticité brute, celle d'un enfant noir, habitué à être invisible, à observer le monde des Blancs depuis les marges. Émilie explosa alors, son masque de composure se fissurant en une rage venimeuse. Elle s'avança vers Pierre, les lèvres tordues, en un rictus de dégoût. « Toi, sale petit nègre crasseux, comment oses-tu t'introduire ici et proférer de tels mensonges? Tu n'es qu'un bâtard des rues, un parasite noir qui salit tout ce qu'il touche. » Ces insultes, crachées avec une supériorité blanche héritée de siècles de colonialisme, frappèrent comme des coups de fouet. Pierre recula, les larmes aux yeux, mais son poing serré autour de la pince qu'il avait ramassée dans les buissons trahissait une résilience forgée dans l'adversité. L'injustice raciale était flagrante. Une femme blanche, privilégiée, piétinant un enfant noir sans défense, le réduisant à sa couleur de peau pour discréditer sa vérité. Jacques, hésitant, tenta d'intervenir, mais Émilie le foudroya du regard. « Et toi, Jacques, si tu laisses ce morveux rester une seconde de plus, je te fais virer. Tu sais ce que valent ces gens-là. Rien !» Antoine, bouillonnant de rage, s'interposa brutalement, attrapant le bras d'Émilie pour l'empêcher d'atteindre Pierre. Une brève empoignade s'ensuivit, les mains volantes dans un chaos de colère et de peur. « Arrête ça tout de suite !» rugit Antoine, sa voix ébranlant les murs. Il se tourna vers Jacques, les yeux flamboyants. « Et vous, Jacques, combien de fois dois-je vous le répéter? Votre racisme est toxique. Si vous continuez à tolérer ou à participer à ces horreurs, vous perdrez votre emploi sur le champ. Le mépris basé sur la race n'a pas sa place ici. C'est une honte pour nous tous. » Jacques me baissa la tête, marmonnant une excuse, tandis que Pierre, protégé par Antoine,
tremblait encore de l'affront. Le garage, témoin muet de cette confrontation explosive, vibrait d'une énergie électrique. Le doute n'était plus un murmure. Il hurlait maintenant, alimenté par la preuve tangible et la cruauté raciale qui avait éclaté au grand jour. Antoine, protégeant l'enfant noir contre les assauts verbaux de sa propre femme, réalisait que les fondations de sa vie étaient minées par des secrets bien plus sombres que la nuit parisienne. Le chaos régnait dans le garage, un tourbillon de colère et de peur où les ombres dansaient sous les néons blafards. Pierre, agile comme un chat des rues, esquivait les mains griffues d'Émilie, qui tentait de l'attraper avec une fureur déchaînée. Antoine, figé au milieu de cette tempête, écoutait le garçon sous la lumière crue, qui jetait des reflets sinistres sur les murs. L'air était lourd, chargé de l'odeur de métal chauffé et de trahison naissante, comme si les secrets enfouis sous la porche venaient enfin à la surface, prêts à exploser. Pierre, le souffle court, tendit sa main tremblante, révélant un bout de câble sectionné et une petite pince rouillée. « Voilà la preuve !» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un cri de victoire dans l'oppression. « Je l'ai trouvée dans les buissons, là où elle l'a jetée, après avoir fini son sale boulot. J'ai attendu qu'elle parte, puis je me suis faufilé par le trou dans la clôture pour vérifier. Elle a oublié ça, monsieur. C'est exactement le même câble que sur votre voiture. » Ses yeux noirs brillaient d'une détermination farouche, forgée dans les fours de l'injustice quotidienne. Ce garçon, rejeté pour sa peau sombre, tenait entre ses doigts ses crasseux l'arme qui pouvait faire basculer un empire de mensonges. Émilie blêmit, son visage pâle comme un linceul, mais elle se reprit vite, feignant l'indignation. « C'est ridicule, ce gamin ment, il a dû voler ça quelque part, » balbutia-t-elle, sa voix tremblant malgré son ton hautain. Antoine, les mains tremblantes, saisit le câble et la pince, les comparant au système endommagé que Jacques t'avait exposé. Le match était parfait. Le fil sectionné s'alignait précisément avec les extrémités coupées sous la voiture, et la pince portait des traces de métal frais. Un frisson glacé le traversa, et soudain, un détail le frappa, la marque de la pince, une édition limitée qu'il avait vue dans le bureau de Jeanne-Henri, son associé en affaires, introduit par Émilie elle-même. « Henri !» murmura Antoine, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit tourmenté. Était-ce une coïncidence ou le début d'une toile plus vaste? Mais avant qu'il puisse approfondir, Émilie explosa en une rage primitive. Elle s'avança vers Pierre, sa main s'abattant comme une sentence sur la joue du garçon dans un claquement sec et humiliant. « Comment oses-tu, sale petit noir, toucher aux affaires d'une personne blanche respectable? Tes mains sales profanent tout ce qu'elles effleurent. Tu n'es qu'un voleur, un sauvage issu des bas-fonds, indigne même de fouler cette propriété, » hurla-t-elle, ces mots imprégnés d'un racisme viscéral, hérité d'une lignée qui avait toujours vu la peau blanche comme un sceau de supériorité. La gifle résonna, laissant une marque rouge sur la joue sombre de Pierre, symbole criant de l'injustice raciale qui gangrenait la société parisienne. Ce n'était pas seulement une attaque physique, c'était l'expression d'un mépris systémique où un enfant noir était de réduit à un objet de dédain, sa parole invalidée par la couleur de sa peau. Pierre vacilla, la douleur physique se mêlant à une fureur bouillonnante, accumulée au fil des années de moqueries, de regards fuyants et de portes fermées. Ses yeux s'embuèrent de larmes rageuses, mais il ne pleura pas. Au lieu de cela, une étincelle de rébellion s'alluma en lui. « Vous me frappez parce que je suis noir et pauvre, parce que ma parole vaut moins que la vôtre, » cracha-t-il, sa voix se brisant mais gagnant en force. « J'ai suivi vos traces depuis des mois, madame, à cause de ce que vous avez fait à mon père. Je sais tout sur vos secrets, et je ne me tairai pas. » Ces mots, lancés comme des flèches, révélèrent une profondeur inattendue.
Pierre n'était pas un témoin fortuit, mais un traqueur motivé par une vengeance personnelle, un garçon noir luttant contre un système qui l'avait déjà brisé. Antoine, horrifié par la violence de sa femme, s'interposa avec une fermeté nouvelle. Il attrapa le poignet d'Émilie, l'empêchant de frapper à nouveau. « Assez! Ton racisme est une honte, Émilie! Frapper un enfant pour sa couleur de peau, c'est impardonnable !» rugit-il, sa voix ébranlant les fondations du garage. Jacques, spectateur muet, détourna les yeux, conscient de ses propres préjugés passés. Le chaos culmina en un silence tendu, où le câble et la pince gisaient au sol comme des preuves accablantes. Antoine, le cœur serré, réalisa que cette révélation ouvrait une brèche béante dans son mariage et son monde. Pierre, la joue encore brûlante, se tenait droit, incarnation vivante de la résilience face à l'oppression raciale. Le garage, autrefois un havre de luxe, était maintenant une arène, où la vérité, portée par un enfant méprisé, forçait les masques à tomber. Le garage, transformé en une arène de vérité impitoyable, vibrait d'une tension électrique qui faisait crépiter l'air. Antoine se planta face à Émilie, son regard perçant comme une lame forgée dans le doute et la trahison. Pierre et Jacques se tenaient en retrait, témoins muets d'un affrontement qui menaçait de faire éclater les façades impeccables de cette vie bourgeoise. La pince et le câble gisaient au sol comme des reliques accusatrices, illuminées par les néons crus qui jetaient comme des ombres longues sur les visages tendus. Antoine, le cœur battant à tout rompre, brisa le silence d'une voix grave. « Émilie, qui est Henri pour toi? Vraiment ?» Émilie, adossée au mur comme une statue de marbre fissuré, hésita un instant avant de lâcher un soupir théâtral. Son visage pâle, encadré de cheveux blonds impeccables, trahissait une résignation forcée. « D'accord, chérie. Henri est mon frère aîné, pour être précise. » Les mots tombèrent comme une révélation empoisonnée, emportant avec eux les illusions d'un mariage sans nuages. Antoine sentit un vertige le saisir, mais il pressa plus fort. « Et ce sabotage? Les freins? C'est pourquoi ?» Elle croisa les bras, son regard azur durcissant en une glace impénétrable. « C'était pour nous protéger, Henri et moi. Tu allais découvrir tout, les millions d'euros détournés de ta société. On ne pouvait pas laisser un divorce nous ruiner. Henri gérait les comptes, et moi, je t'ai présenté comme un simple associé pour masquer notre lien. » Sa confession, froide et calculée, dévoilait une toile d'araignée tissée dans l'ombre. Antoine fouilla sa mémoire, ses factures anomalues qu'il avait remarquées ce récemment, ses rapports financiers montrant des manques inexplicables, des millions volatilisés dans des transferts obscurs. Il avait soupçonné une erreur comptable, mais maintenant, tout s'alignait. Henri, avec son sourire affable et ses conseils avisés, manipulait les chiffres pour s'enrichir, aidé par Émilie. « Tu as risqué ma vie pour de l'argent ?» gronda Antoine, la voix tremblante de rage contenue. Pierre, jusqu'alors silencieux, s'avança d'un pas, sa petite silhouette noire contrastant avec la blancheur immaculée des murs. « Ce n'est pas tout, monsieur. Leur complot va plus loin, bien plus loin dans le passé. » Sa voix, aiguë mais ferme, portait l'écho des injustices subies, un cri venu des profondeurs des banlieues oubliées, où les enfants comme lui luttaient pour survivre. Émilie pivota vers lui, son visage se tordant en une grimace de mépris pur. « Toi, tu oses de parler, misérable petit noir. Tu n'es qu'un rebut des rues, un vengeur pathétique qui ne sait que haïr. Tes accusations ne valent rien. Les gens comme toi, avec ta peau sombre et tes origines douteuses, ne sont bons qu'à semer le chaos dans les vides des honnêtes blancs comme nous. » hurla-t-elle, ces mots venimeux imprégnés d'un racisme viscéral, hérité d'une élite qui se croyait intouchable. C'était l'expression flagrante d'une injustice systémique. Une femme blanche, nantie de privilèges, piétinant un enfant noir pour sa seule couleur de peau,
le réduisant à un stéréotype pour invalider sa parole. Pierre recula, blessé mais défiant, sa poitrine se soulevant sous l'assaut verbal qui ravivait les cicatrices de 1000 humiliations quotidiennes. Antoine explosa, sa fureur balayant le garage comme un ouragan. « Comment oses-tu, Émilie? Ton racisme est une abomination. Insulter un enfant pour sa race, le traiter comme un inférieur parce qu'il est noir. C'est ignoble, indigne de quiconque, » rugit-il, s'avançant vers elle, les poings serrés. L'air crépitait d'une confrontation explosive, les mots fusant comme des éclats de verre. Émilie riposta, les yeux flamboyants. « Et toi, tu crois ce sauvage plutôt que ta propre femme. Ces gens-là ne méritent pas notre confiance. » Les insultes racistes volaient, exacerbant l'injustice, transformant le garage en un champ de bataille où les préjugés séculaires affrontaient la quête de vérité. Jacques, mal à l'aise, s'interposa enfin, attrapant le bras d'Émilie pour l'empêcher d'avancer. « Madame, calmez-vous, » murmura-t-il, mais l'atmosphère était à son comble, un vortex de haine et de révélation. Antoine, le visage rouge de colère, sortit son téléphone. « C'en est assez, j'appelle la police, tout de suite. » La décision tomba comme un couperet, poussant la tension à son paroxysme, avec Jacques retenant Émilie qui se débattait, et Pierre observant la Son-Seine, symbole vivant de la résistance face à l'oppression. Le garage, témoin de ce cataclysme, semblait retenir son souffle, tandis que les fondations du complot s'effritaient sous le poids de la vérité implacable. Le garage, maintenant une cage de fer et de béton où les secrets explosaient comme des grenades, retentissait des échos de la confrontation. Pierre, debout au milieu du tumulte, fixait Émilie avec une intensité qui faisait trembler l'air. Antoine, le téléphone encore à la main, après avoir composé le numéro de la police, se tourna vers le garçon. « Parle, Pierre, dis-moi tout. Pourquoi la suis-tu? Quel est ce passé qui te hante ?» demanda-t-il, sa voix un mélange de compassion et d'urgence, tandis que Jacques maintenait fermement Émilie contre le mur, l'empêchant de s'échapper dans un geste qui trahissait sa propre confusion. Pierre inspira profondément, ses petits poings serrés comme des armes forgées dans la souffrance. Sa peau sombre, illuminée par les néons impitoyables, portait les marques invisibles d'une vie volée. « Je suis le fils d'un homme que vous avez connu, monsieur. Mon père était votre ancien chauffeur, un homme noir, loyal et travailleur, qui vous conduisait partout dans Paris. Il s'appelait Moussa. » Les mots sortaient vodés comme un torrent, retenus trop longtemps, emportant avec eux les débris d'un passé brisé. Antoine fronça les sourcils, fouillant sa mémoire. Oui, Moussa, cet homme discret, aux yeux fatigués, qui avait disparu dans un accident tragique il y a des mois. Un accident ou autre chose? Le garçon continua, sa voix gagnant en force malgré les tremblements. Mon père a été assassiné par elle, accusa-t-il, pointant un doigt accusateur vers Émilie. Il avait surpris une conversation entre elle et Henri, un soir tard dans ce même garage. Il parlait de détourner des millions de votre entreprise, de faux comptes et de transferts illégaux. Mon père, avec sa peau noire et son accent africain, n'était qu'un serviteur à leurs yeux, mais il avait entendu trop. Pour le faire taire, elle a saboté les freins de sa voiture, comme elle l'a fait pour la vôtre. Il est mort dans un virage, écrasé contre un mur de béton, me laissant seul avec ma mère qui n'a pas survécu au chagrin. Pierre déglutit, les larmes coulant sur ses joues, sombres, mais il ne faiblit pas. Depuis, je vis dans les rues, suivant ses traces comme un fantôme. J'ai juré de la démasquer, de venger mon père qui n'était qu'un noir insignifiant pour des gens comme elle. Émilie, les yeux étincelants de rage, éclata d'un rire moqueur, un son strident qui lacéra l'air comme une insulte vivante. Ton père, ce misérable noir inférieur,
Ce chauffeur qui osait écouter aux portes, il méritait de mourir. Les gens comme lui, avec leur peau d'ébène et leurs origines primitives, ne sont bons qu'à servir et à disparaître quand ils deviennent gênants. Ils n'étaient rien, un insecte écrasé sous la roue du progrès. Hurla-t-elle, ces mots imprégnés d'un racisme abject, hérité d'une élite blanche qui voyait dans la couleur de peau une hiérarchie divine. C'était l'apogée de l'injustice, une femme privilégiée, blanche et riche, piétinant la mémoire d'un homme noir pour justifier son crime, réduisant une vie entière à un stéréotype déshumanisant. Pierre, blessé au plus profond de son être, sentit une fureur primitive monter en lui, un feu allumé par des années de mépris racial, de regards fuyants dans les métros parisiens, de portes claquées à cause de sa peau. Avec un cri primal, Pierre se jeta sur elle, ses petites mains griffant l'air comme pour arracher les masques de supériorité. « Menteuse! Assassin! Vous payerez pour mon père !» rugit-il, son corps frêle, heurtant Émilie dans un chaos de lutte. Jacques, surpris, resserra sa prise sur elle, tandis qu'Antoine bondit pour séparer le garçon, l'attrapant par les épaules. « Arrête, Pierre! La police arrive! Justice sera faite !» tonna-t-il, son cœur serré par la douleur brute de l'enfant. Émilie, échevelée, cracha encore. « Regardez-le, ce sauvage noir, prêt à attaquer une dame blanche. » Antoine, les yeux flamboyants, la foudroyasse du regard. « Ton racisme te condamne plus que tes actes. Insulter un enfant pour sa race, salir la mémoire d'un homme innocent, c'est monstrueux. » La tension culmina en un silence assourdissant, brisé seulement par les sirènes lointaines de la police. Antoine composa un autre numéro. « Henri, réunion urgente au garage. Viens immédiatement. » Le piège se refermait, tandis que Pierre, haletant dans les bras d'Antoine, incarnait la résilience face à l'oppression, un phare dans les ténèbres du garage où les ombres du passé dansaient leur danse macabre. Le garage, enveloppé dans une atmosphère suffocante de trahison et de sirènes hurlantes au loin, devint le théâtre d'un climax inexorable. Henri arriva enfin, franchissant le portail avec un sourire factice plaqué sur son visage anguleux, ses cheveux grisonnants impeccablement coiffés, et son costume taillé sur mesure, exsudant une arrogance blanche, hérité de générations privilégiées. « Antoine, mon cher associé, qu'est-ce qui presse tant ?» lança-t-il d'une voix suave, feignant l'innocence comme un acteur rodé. Mais son regard glissa vers Émilie, retenue par Jacques, et vers Pierre, ce garçon noir qui se tenait là comme un accusateur muet, et une lueur de panique traversa ses yeux pâles. Antoine, les nerfs à vif, pointa un doigt accusateur. « Entre, Henri, et ferme la porte derrière toi. La police arrive. » Henri pâlit, son masque se craquelant. Émilie, sentant le piège se refermer, se débattit dans les bras de Jacques. « Fuis, Henri, c'est ce gamin noir qui a tout inventé !» cria-t-elle, sa voix stridente résonnant contre les murs. Henri hésita un instant, puis tenta de rebrousser chemin, mais Antoine bloqua la sortie, son corps massif formant une barrière impénétrable. « Pas un pas de plus, vous allez répondre de vos crimes. » Les sirènes se firent or plus proches, un hurlement de justice qui faisait vibrer les vitres. 2 officiers de police surgirent, enfin, leurs uniformes sombres contrastant avec la blancheur immaculée de la villa. Antoine les briefa rapidement, tendant le câble sectionné et la pince rouillée fournie par Pierre. Vérifiez les empreintes et fouillez sa chambre. Il y a plus. Les policiers, efficaces et impassibles, saisirent les objets. L'un d'eux, équipé d'un kit de détection rapide, appliqua un réactif sur la pince. Les 2 résultats ne se firent hier pas attendre. Empreinte digitale positive pour Madame Laurent et des traces de métal correspondant au câble de la Porsche. Émilie blêmit, son monde s'effondrant. Mais ce n'était que le début. Les officiers,
armés d'un mandat express, fouillèrent tôt la chambre d'Émilie à l'étage, revenant avec un dossier épais de documents financiers et une boîte d'outils cachée sous le lit. Des rapports falsifiés, des transferts illégaux de millions d'euros. Tout correspond aux anomalies que vous avez signalées, Monsieur Laurent, ces factures suspectes et ces manques dans les comptes. Antoine hocha la tête, ses soupçons confirmés. Les preuves l'y s'alignaient comme des dominos tombants, reliant le sabotage au détournement massif orchestré par Henri et Émilie. Henri, acculé, explosa en une rage venimeuse. Tout ça à cause de ce morveux noir, ce parasite des rues qui ose détruire une famille blanche respectable, rugit-il, son visage rougeau, tordu par la haine. Émilie renchérit, crachant son venin. Oui, ce petit sauvage d'ébène, avec sa peau noire et ses mensonges, n'est qu'un destructeur. Les gens comme lui ruinent tout, ils ne méritent que les bas-fonds. Leurs insultes, chargées d'un racisme abject, étaient des dagues empoisonnées, soulignant l'injustice flagrante. Deux blancs privilégiés, riches et puissants, réduisant un enfant noir orphelin à un monstre pour justifier leurs crimes. Pierre, les yeux flamboyants de douleur et de fureur, sentit une vague de révolte le submerger, un feu allumé par des années de mépris racial, de brutalité policière et de portes fermées dans une Paris hypocrite. Avec un cri primal, Pierre se rua sur Henri, ses petites mains serrant le col de l'homme comme pour arracher les racines de l'oppression. « Menteur! Assassin! Vous payerez pour mon père, pour tous les Noirs que vous avez écrasés !» hurla-t-il, son corps frêle, heurtant Henri dans un chaos de lutte. Henri le repoussa violemment, crachant « Éloigne-toi, sale noir !» Les policiers intervinrent aussitôt, séparant les belligérants et passant les menottes aux poignets d'Henri et d'Émilie. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et fraude. Les clics métalliques des bracelets résonnèrent comme un verdict final. Antoine, protégeant Pierre d'un bras ferme, se tourna vers Jacques, qui observait la scène avec un mélange de choc et de remords. « Et toi, Jacques, c'est la dernière fois que je te le dis. Ton racisme silencieux, tes regards méprisants envers les gens comme Pierre, doivent cesser. Réforme-toi, ou pars. L'injustice commence par des hommes comme toi, qui ferment les yeux. » Jacques baissa la tête, marmonnant une promesse de changement, tandis que les policiers emportaient Henri et Émilie, leurs cris de protestation s'estompant dans la nuit parisienne. Le garage, témoin de cette arrestation spectaculaire, semblait enfin respirer, libéré du poids des mensonges, avec Pierre comme symbole vivant de la victoire contre l'oppression raciale. Les siculas, les salles austères du tribunal de Paris, avec leurs boiseries d'as sombres et leurs bancs usés par des décennies de drames humains, devinrent le décor final d'une saga de trahison et de rédemption. Émilie et Henri, jadis parés de leur arrogance blanche et de leur richesse illicite, se tenaient menottés devant le juge, leurs visages pâles, creusés par la défaite. Le verdict tomba comme un marteau impitoyable. Peine de prison à perpétuité pour tentative de meurtre et fraude massive, avec confiscation totale de leurs biens. Des millions d'euros volés, des villes brisées, tout s'effondra en un instant. Émilie, les yeux rougis, cracha une dernière insulte raciste en passant près de Pierre, qui assistait au procès depuis les bancs du public. « C'est à cause de toi, sale noir, que tout est perdu. » Mais ces mots, autrefois des armes, n'étaient plus que des échos vides dans le vent de la justice. Antoine, assis aux côtés de Pierre, serra la main du garçon, un geste paternel né de la gratitude et de la culpabilité. Le millionnaire blanc, autrefois aveugle aux injustices qui rongeaient la société parisienne, avait vu son monde se fissurer. Avec la fin du procès, il prit une décision transformative, adopter Pierre comme son fils. « Tu auras une nouvelle vie, mon garçon.
murmura-t-il en signant les papiers d'adoption, transformant la villa au bord de la Seine en un foyer pour cet enfant noir, jadis errant. Pierre, aux yeux encore hantés par les rues de Froide, emménagea dans une chambre lumineuse, entourée de livres et de vêtements neufs. Antoine l'inscrivit à l'école, engagea des tuteurs pour rattraper les années perdues, et veilla à ce que le garçon apprenne non seulement les mathématiques, mais aussi la confiance en soi, érodée par des années de mépris racial. Jacques, le gardien autrefois imprégné de préjugés, subit une métamorphose sous la férule d'Antoine. « Ton racisme t'a presque coûté ton emploi, Jacques. Change ou pars », avait déclaré Antoine lors d'une confrontation privée. Jacques, confronté à ses propres démons, ses remarques insidieuses sur les « noirs des rues » qu'il avait si souvent proférées, jura de se reformer. Promu gérant du garage, il devint un allié inattendu, aidant Pierre à apprendre la mécanique, transformant l'espace autrefois maudit en un atelier de guérison. Ensemble, le trio, Antoine le mentor blanc, Pierre l'enfant noir, résilient, et Jacques le repenti, fonda un fonds d'aide pour les enfants de Rutenoir, finançant des abris, des éducations et des campagnes contre le racisme. « C'est pour honorer ton père, Pierre, et tous ceux que la société blanche a piétinés, » expliqua Antoine, versant des millions dans cette cause. Mais le chemin vers l'espoir n'était pas sans tempête. Pierre, propulsé sous les feux des projecteurs, affronta une vague de backlash raciste de la société parisienne. Des médias conservateurs le dépeignirent comme un opportuniste noir, profitant de la générosité blanche, des trolls en ligne crachant des insultes « Retourne en Afrique, parasite » ou « Les Noirs comme toi détruisent de la France pure ». Ces attaques, venimeuses et systémiques, ravivaient les plaies de Pierre, lui rappelant que sa peau sombre le marquait comme un éternel outsider dans une nation qui prônait l'égalité tout en la sabotant. L'injustice raciale, flagrante et omniprésente, menaçait de l'engloutir, transformant son triomphe en un combat quotidien contre les préjugés ancrés dans les cœurs blancs. Pourtant, avec le soutien inébranlable d'Antoine, Pierre transforma cette adversité en une arme puissante. Lors d'une conférence de presse explosive sur les quais de la Seine, il prit le micro, sa voix ferme, résonnant comme un cri de ralliement. « J'ai perdu mon père à cause du racisme et de la cupidité blanche. Mais aujourd'hui, je parle pour tous les enfants noirs des rues, méprisés, battus, ignorés. Nous ne sommes pas des ombres, nous sommes l'avenir. » Ces mots, diffusés sur les chaînes nationales, allumèrent un feu. Manifestations contre le racisme, pétitions pour des réformes et un mouvement naissant qui unissait les communautés marginalisées. Pierre, jadis un orphelin invisible, devint un symbole de résistance, son histoire virale, inspirant des milliers. Antoine, à ses côtés, amplifia le message. Le racisme est un poison que nous devons éradiquer, pour Pierre et pour tous. Le garage, autrefois lieu de trahison, devint un sanctuaire d'espoir, où Pierre, Jacques et Antoine forgeaient un nouveau monde. La Seine coulait paisiblement, emportant les débris du passé, tandis que Pierre, levant les yeux vers l'horizon, sentait pour la première fois la chaleur d'un avenir lumineux, conquis par sa propre lutte contre l'injustice. Ainsi s'achève l'histoire de Pierre, Antoine et Jacques, une saga où le courage d'un enfant noir a triomphé de la trahison et du racisme, illuminant les ombres d'une société divisée. Cette lutte, née dans un garage au bord de la Seine, nous rappelle que la vérité peut surgir des voix les plus méprisées. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous cru Pierre dès le début? Ou le racisme aurait-il obscurci votre jugement? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous d'où vous nous suivez. Un immense merci pour avoir suivi cette histoire vibrante. Votre présence donne du sens à ces récits.
À très bientôt pour une nouvelle aventure.